Donc là, évidemment, là, on est resté 2 mois à l'arrêt, donc là, on recommence tout doucement, mais c'est assez calme. Alors, au niveau de la fédération, on a travaillé avec les autorités pour essayer de sortir assez rapidement un plan pour recommencer la pratique du padel. Donc c'est un plan qui s'est déroulé en 2 étapes. Tout d'abord, l'autorisation de la pratique du padel à partir du 4 mai à 2 personnes en réalité. Donc voilà, ça c'était la première, le plan qu'on a appelé le déconfinement 1A. Et on est passé le 18 mai à la partie B, où là, au niveau du sport, ça s'est traduit pour nous en Belgique par la pratique du padel en double, avec toutes les précautions sanitaires, tu sais, gel, désinfectant, toute une série de précautions d'usage. Mais enfin, bon, la bonne nouvelle, c'est que en Belgique, aujourd'hui, on a la possibilité de jouer au padel à 4, plus ou moins normalement dans tous les clubs. Alors les cafétérias, et les bars restent, les vestiaires, les toilettes quand c'est possible sont accessibles, mais la situation reste néanmoins relativement difficile au niveau des clubs parce que bon évidemment toutes les cafétérias, tous les interclubs, on a eu la chance en Belgique de jouer une seule journée d'interclub. Et puis bon, ça s'est arrêté brutalement. Et donc là maintenant, évidemment, pour notre secrétariat, il y a beaucoup de travail de réorganisation, puisque pour l'instant, si la situation n'empire pas dans notre pays, pour le moment, tout a l'air d'être ouvert. On recommencerait les compétitions en août, début août, y compris les compétitions de padel, et au niveau des compétitions au niveau des interclubs, donc les compétitions par équipe, je pense que vous appelez ça comme ça en France. Au niveau des interclubs, chez nous, on redémarrerait, on est toujours en train de discuter pour à partir du 15 août ou peut-être au mois de septembre. Donc, voilà. Alors, juste pour les internautes, effectivement, nous sommes en double live. Hein. On est en même temps sur Facebook et en même temps sur Instagram. On n'arrête pas la technologie, Philippe. Et donc, on va avoir quelques questions de ces 2 réseaux sociaux. Et puis, on a déjà une qui arrive. La Belgique rattrape-t-elle la France, nous demande Guillaume. On répondra à toutes ces questions au fur et à mesure, mais ça dépendra aussi du thème dont on est en train de parler. On va juste poursuivre sur le déconfinement. Comment expliques-tu en tant que président de la Fédération européenne, autant de politiques différentes autour de ce sport qu'est le paddle? Je te donne un exemple très simple. Aujourd'hui, en France, tu le sais, il est interdit de jouer au paddle, que ce soit à 2 comme à 4. Et pourtant, on voit, je crois, dans quasiment presque tous les pays, sauf aussi l'Espagne. On sait que l'Espagne, ça dépend des régions. Mais globalement, c'est au minimum autorisé. Enfin, les 2 joueurs c'est autorisé au minimum, voire 4, comme on a pu le voir au Portugal. Eux, ils ont commencé déjà il y a 2 semaines à peu près. Comment on peut l'expliquer? Pourquoi il y a des scientifiques qui disent d'un côté, non, il est interdit de jouer à 2, voire à 4 sur un terrain, et puis de l'autre, dans certains pays, c'est autorisé? C'est une question qui revient souvent. Écoute, je sais pas si j'ai une réponse claire à te donner par rapport à ça, mais je pense que les États sont souverains par rapport à leur politique sanitaire et aux mesures qu'ils veulent ou pas appliquer. Alors, il y a en Belgique, ce qu'on a très bien vu, c'est que il y a effectivement des principes généraux et que ces principes généraux, on doit les décliner au niveau de tous les sports. Et c'est ça qui a quelque part posé problème, c'est que dans l'implémentation des mesures qui, à la base, ont vocation à être relativement simples, on voit que quand on doit les décliner pour chaque sport, pour le tennis, pour le padel, pour les sports extérieurs, bon là, on savait qu'on avait un feu vert au niveau des sports extérieurs. Tous les sports intérieurs restent interdits, y compris ici au padel. Donc tous les padels intérieurs restent interdits. Donc là, évidemment, ça fait le malheur de tous les clubs couverts qui ont investi là-dedans, bien évidemment. Enfin, je pense qu'en France, c'est un peu la même situation. Même à l'extérieur, on ne peut pas jouer. Mais voilà, je crois que chaque pays est souverain dans son interprétation des règles et en essayant de protéger sa population. Ici, la question s'est posée
quand même assez bien lorsque on s'est rendu compte que, à la différence du tennis, par exemple, au padel, il y avait des vitres. Oui, il y a des vitres. Est-ce qu'on est censé toucher les vitres? Il va y avoir de la sueur sur les vitres. Il va y avoir éventuellement toute une série de liquides qui sont susceptibles d'arriver sur les vitres, sur les grillages. Alors, est-ce qu'on doit désinfecter? Donc, on a dit par précaution, bah oui, ce serait pas mal de désinfecter, mais tu sais, la praticabilité de ce genre de mesure, elle est quand même difficile, puisque aller désinfecter un terrain de padel, tu vois la surface, c'est un peu compliqué. Je vais te poser la question autrement. Dans ce cas-là, Mmh. là, il y a eu, effectivement, tu l'as dit, ça dépend des pays, ça dépend même des régions par moment, chacun sa politique, mais des joueurs, des clubs ont dit c'est quand même dommage que nos instances nationales et internationales ne parlent pas d'une seule voix et disent, en gros, et conseillent, comme voilà, en tant qu'experts, conseillent les pays, les régions, voilà comment ça fonctionne, voilà comment ça devrait fonctionner. Et on a l'impression qu'ils ont été, je veux bien, ils ont l'impression que les clubs ont été un petit peu abandonnés. Ce sont les termes qu'ils ont utilisés d'ailleurs à maintes reprises et ils n'hésitent pas à le dire sur les réseaux sociaux. Et ils ont l'impression que c'était une occasion pour les instances internationales de se manifester, de montrer qu'elles avaient du poids et surtout de se faire entendre auprès, on va dire, de nos dirigeants. Quand je dis dirigeants, je parle évidemment sur le plan du gouvernement. Au lieu de ça, on a l'impression que finalement chacun faisait un peu comme, voilà, en fonction de ce qu'on entendait ici ou là. Et c'est pour ça qu'on a peut-être eu différentes politiques en fonction des différents pays. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Si tu veux, il y a eu des mesures et des approches très différentes. Donc, tu sais, on a discuté il y a quelques jours, quelques semaines, au niveau du conseil d'administration de la FEPA, on a par exemple la Suède qui a suivi une direction totalement différente. Donc eux, il n'y a pas eu de confinement. Apparemment, ils ne s'en portent pas plus mal. Donc voilà. Et puis à un moment donné, ils ont juste interdit les compétitions et ils ont empêché les seniors, donc de plus de 65 ans, si je me trompe, de jouer au padel. Voilà. Donc, qu'est-ce que d'un point de vue européen, qui sommes-nous finalement pour aller dire, écoutez, nous recommandons ça. Nous ne sommes pas des experts médicaux. Tu vois, c'est un peu compliqué. Maintenant, au niveau de la FEPA, donc, on a quand même partagé entre nous les différents protocoles qui ont été proposés dans les pays, donc les protocoles de désinfection, le fait de ne pas changer de côté, de tendre la raquette, à la fin d'une partie, de marquer les balles et des choses comme ça. Donc ce sont des choses qu'on a quand même partagées entre nous, mais d'un autre côté, on n'a pas véritablement d'interlocuteur au niveau européen même. Pour aller dire, voilà, puisque cette autorité n'existe pas, tu n'as pas un gouvernement sanitaire européen qui serait capable d'imposer des mesures à qui que ce soit au niveau des clubs. Et bon, je comprends totalement la frustration des clubs qui se disent, bah oui, moi je suis ici en France, je peux pas jouer, à quelques kilomètres en Belgique, les mecs peuvent aller s'amuser à quatre. C'est clair que c'est très frustrant, voilà. Mais ça quelque part, ça relève de la responsabilité des politique et je vois pas ce qu'on peut faire. On va poursuivre alors maintenant plutôt sur comment la Fédération européenne de paddle est née. J'ai vu d'ailleurs quelques questions, tu peux peut-être les lire, on en a vu quelques-unes là déjà, il y en a qui parlent de la FIP, d'autres qui parlent de la FEPA, d'autres effectivement qui parlent des championnats d'Europe. Déjà on voit que ça commence à dégainer, comme on dit. Tu savais forcément parler de ces sujets-là. Avant de parler de tous ces sujets, et Dieu sait qu'il y en a, on va peut-être d'abord commencer par le début, à savoir comment la FEPA est née. À l'époque, on appelait ça l'EPA. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est devenu la fédération. Comment elle s'est construite? Pourquoi il y a une fédération européenne? Et puis comment elle s'est construite? Écoute, il se trouve que l'initiative de la création de la FEPA revient à l'Espagne et au Portugal qui ont démarré pendant le championnat d'Europe
qui a eu lieu au Portugal. Et je pense que c'était en 2016 ou en 2017, je ne me souviens plus très bien. Il y a une réunion à laquelle j'ai assisté où l'Espagne et le Portugal ont demandé simplement de créer une fédération européenne. Le Portugal, à l'époque, était venu avec cette proposition et avait expliqué quel était le projet et ce qu'ils avaient envie de faire. Alors bon, Daniel Paty, que tu connais, qui était président de la FIP à l'époque, a dit oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais on va pas créer une fédération, en tout cas une association parallèle à la FIP, puisqu'il y a déjà beaucoup de problèmes, enfin il y a beaucoup de choses à régler au niveau de la FIP, et on va déjà essayer de se structurer au niveau de la FIP, et peut-être qu'on va en commissionner des organisations continentales à l'intérieur de la FIP. Donc la FIP voulait garder un certain leadership sur ces initiatives-là. Voilà, donc ça a démarré comme ça, et puis après, bon, étant donné que la FIP n'était pas très n'était pas très dans l'esprit dans l'esprit EPA à l'époque, qui est devenu FEPA, eh bien on a continué à se voir au niveau des pays européens, parce que je pense que la réalité du padel en Europe, elle est très différente de ce que tu peux vivre en Amérique du Sud, par exemple, où là, ils ont un marché qui est très, 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 très différent, qui est beaucoup plus mature. Si tu penses à l'Argentine, par exemple, bon voilà, ils doivent gérer des problèmes au niveau du padel que nous, on ne connaît pas. Donc nous, on est vraiment dans une courbe ascendante avec énormément de croissance. Donc ici, voilà, on est avec quelque chose où en Europe, on doit véritablement regarder, s'entraider d'abord, parce qu'il y a des pays qui sont extrêmement matures, les pays du Sud, on a l'Espagne et le Portugal typiquement, et puis il y a d'autres pays qui sont derrière, comme la France, l'Italie, qui grandissent très fort. Il y a la Belgique également, où on fait du bon travail, je pense. Il y a des pays comme la Suède qui viennent bien également. Et alors, bon, l'idée de la FEPA, c'est vraiment que des Européens parlent aux Européens, qu'on essaie de partager les bonnes pratiques, de partager les expériences, et à partir de là, de construire des choses ensemble, comme le championnat d'Europe, par exemple, et des cours d'arbitrage, des cours de juge d'arbitrage au niveau européen. Voilà. Politique de développement du paddle, de l'arbitrage, dans les pays de relations avec les différentes nations, les différents membres de la FEPA. On est parfaitement d'accord avec ça, mais alors là, si j'en crois effectivement les commentaires, on a beaucoup qui évidemment parlent de la FIP, qui ne comprennent pas. Et effectivement, c'était une question que nous voulions poser. Quelles sont les raisons qui ont amené ces deux institutions à se faire, disons-le, la guerre, une guerre ouverte, hein, puisque bon, je crois que tout le monde est au courant, en tout cas dans le milieu du paddle, que ce sont deux institutions aujourd'hui qui ne s'apprécient pas, disons-le. Quelle est la source de conflit? Vous êtes une fédération européenne de paddle, vous adressez aux pays européens. La FIP est censée peut-être être un peu au-dessus, ou en tout cas manager un petit peu tout ça. Pourquoi pourtant initialement c'était prévu ainsi? Je me souviens qu'à l'époque, la FIP, comme l'EPA à l'époque, disait des choses plutôt très positives, qu'il fallait travailler ensemble, que l'objectif était de travailler. Bon bref, que des choses. Et puis patatras. Les choses sont montées au point où, l'année dernière, nous avons eu, tu le sais, hein, deux championnats d'Europe de paddle, des championnats à Lisbonne et la même semaine, des championnats à Rome. Alors évidemment, je vois qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de cela. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Écoute, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais tout le monde, tous les amateurs de padel, tous les passionnés de padel, les amateurs de sport en général, aiment le fair play, aiment bien évidemment que les choses se passent dans un esprit sportif. Et effectivement, quand on a deux championnats d'Europe la même semaine à des endroits différents, eh bien, oui, c'est un échec du sport. Voilà. Donc là, tout le monde est d'accord pour reconnaître ce genre de choses. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux te dire, c'est que nous avons fait énormément d'efforts pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la FIP concernant les championnats d'Europe.
Mais tu sais, le sujet est très vaste. Parce que derrière les championnats d'Europe, tu as la FEPA en elle-même, donc qui compte aujourd'hui 17 pays, je pense, avec différentes possibilités aussi d'avoir de nouveaux arrivants avec de nouvelles fédérations qui se créent dans les pays de l'Est principalement. Et ces fédérations s'entraident, elles sont là. Je pense que au niveau de la FEPA, les gens collaborent assez bien ensemble. Où je te disais tout à l'heure que les nations plus matures tentent de collaborer avec les nations qui sortent un peu qui sortent un petit peu de l'anonymat, qui commencent à se structurer, qui commencent à penser à être reconnus, à obtenir des subsides de la part de leurs autorités, etc. Donc on essaye de l'EPA, donc mis à part toute cette entraide, cet esprit d'entraide qui était un petit peu l'esprit initial, c'est organiser des championnats d'Europe. Alors, lorsqu'il s'est agi d'organiser les premiers championnats d'Europe, on a naturellement discuté avec la FIP pour toute une série de choses. Donc on leur a dit, il faut savoir que la FIP au tout départ a choisi de ne pas reconnaître l'EPA parce que dans les statuts il y a toute une série de choses où l'EPA doit faire un stage de ceci, enfin où toutes les nouvelles fédérations doivent faire un stage pendant une certaine période. Enfin bon, c'est assez complexe. Et puis bon, finalement, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que la FIP et son président, je pense qu'ils ont des idées relativement correctes sur le développement du padel et relativement proches des nôtres également sur le développement du padel. Mais à un moment donné, on est quand même sur quelque chose. On est sur une opposition de, enfin, sur quasiment un conflit de personnes et un conflit d'organisation où la FIC ne veut pas perdre son précaré et où le PA avait dit écoutez, nous on organise nos championnats d'Europe, nos membres sont positifs par rapport à ça et on souhaite véritablement les organiser. On n'a pas pu trouver de terrain d'entente, c'est regrettable. Tout le monde l'a regretté chez nous. Je pense qu'au niveau de la FIB, ils se sont démenés pour faire quand même des championnats d'Europe à Rome qui se sont, d'après ce que j'ai entendu, assez bien déroulés. Ils étaient en tout cas très bien organisés. Voilà, mais nous, on a l'habitude évidemment de faire ce genre de choses, puisque il faut savoir aussi que la FIB sous-traite quelque part l'organisation de ces championnats quasiment entièrement à la fédération. Donc, étant donné que nous, au niveau de la FEPA, nous avons les plus grandes fédérations européennes, on n'a juste pas l'Italie et pas la France, mais on a l'ensemble des autres pays. Forcément, le savoir-faire pour l'organisation de n'importe quelle organisation, il est là, il est présent, il est reconnu. Philippe, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une possibilité, tu es un petit peu sur le côté droit de l'écran et on te... Ouais, tu es... Voilà, ah, super, parfait, excuse-moi. Hein. Parce que j'ai des vitres derrière moi, si tu veux, et j'ai pas envie de... Voilà. Ça va mieux, là? Oui, c'est bien, merci beaucoup. Pour poursuivre sur ce sujet, parce que je vois que sur Facebook ou sur Instagram notamment, il y a pas mal de questions forcément qui tournent autour de ce sujet. Pardon d'être peut-être aussi direct, mais finalement, ça reprend plusieurs questions, notamment celle de Carlito, qui nous demande, mais finalement, à la base, le problème, c'est que les deux institutions veulent organiser le même championnat, à savoir les championnats d'Europe. En tout cas, il y a une... Et finalement, vu que personne, évidemment, hein, je ne dis rien, je reprends les propos des uns et des autres, puisque personne a voulu se retirer pour ces championnats d'Europe. Du coup, on en a eu deux. Et finalement, je vais reprendre donc une question de, je crois, Guillaume, qui disait, et vu que c'est un problème, puisque c'est dire que quelle image on montre, si on aimait le paddle, on n'aurait jamais dû se retrouver dans ce type de situation. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas changer, pardon, hein, changer les hommes, que ce soit autant à la FIP, évidemment, je parle de la FEPA, mais est-ce qu'à un moment donné, pour faire table rase, très bien, on est mal parti, on est au début d'une nouvelle
l'aventure. Il y a eu 2 championnats d'Europe. Quelle honte! Quelle honte! Et vous êtes tous, tant la FIP que la FEPA, les deux sont d'accord pour dire que c'est une honte. Mais le problème, c'est qu'au final, tout le monde dit que c'est une honte, mais il n'y a personne qui bouge. Et évidemment, la question qui est posée, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que l'année prochaine, on se retrouve dans la même situation? Ben, je pense que d'abord, il va y avoir des élections au niveau de la FIP cette année. Je crois que l'erreur qu'il y a eu aux dernières élections de la FIP, c'est que le board de la FIP est, si tu veux, composé d'administrateurs qui pensent plus ou moins tous la même chose et qui sont très opposés au courant, on va dire, fait pas, si tu veux, pour simplifier les choses. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la FIP, bah, c'est quasiment une boîte noire. Donc, personne ne sait exactement ce qui s'y passe. Il y a des réunions du conseil d'administration de la FIP. Il y a relativement peu de communication. Il y a pas vraiment on n'a pas vraiment voix au chapitre avec la FIP pour l'instant. Voilà, il va y avoir des élections en cette fin d'année, donc avec les championnats du monde qui vont avoir lieu au Qatar, avec une assemblée générale élective, je pense, notamment au niveau pour le poste du président et pour renouveler le conseil d'administration. Bon, on va voir. Moi, je pense que les gens doivent se mettre autour de la table, se parler. Et je pense que les personnes vont changer de toutes les manières à un moment donné. Voilà. Moi, je suis un partisan, tu le sais, Franck. Moi, je suis un partisan du dialogue, de la transparence. Voilà. Et je regrette toujours que des gens ne parviennent pas à se parler et à trouver des accords pour des problèmes finalement relativement simples. Alors maintenant, voilà. Moi, je ne suis pas véritablement bloquant dans cette histoire. Je pense que si on me disait demain, écoute Philippe, fais autre chose, et tout va s'arranger ou quitte ton poste à la FEPA. Bah, je précise quand même que c'est un poste pour lequel je n'étais pas candidat, que je n'ai pas nécessairement demandé. Donc moi j'essaye simplement d'aider, mais les autres fédérations et essayer de construire quelque chose dans la FEPA, puisqu'on essaye de se focaliser au niveau de la FEPA, je vais te l'expliquer tout à l'heure, sur les projets, sur les réalisations. Voilà, alors maintenant au niveau de l'institutionnel, je pense qu'on a tendu la main plus d'une fois à la FIP. Bon, ça n'a pas pu se faire. Moi, je pense que c'est pas la fin du monde. La FIP, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus l'organisation phare. Ouais, c'est pas l'ATP, quoi. Donc voilà, ils n'ont pas les moyens de l'ATP. Bon, si on peut s'arranger avec eux, tant mieux. Si on ne peut pas, bah, voilà. Sans vraiment, évidemment, prendre un parti, parce que l'objectif est d'ailleurs, c'est tout à ton honneur de répondre à toutes ces questions et d'être avec nous et de répondre aux questions des internautes. Ouais. Et ça, bah, on te remercie. Et forcément, bah, tu le lis. J'imagine qu'il y a des questions qui continuent sur ce point-là. Tu vois, toi qui justement, tu le dis toi-même, je suis un homme de dialogue. Tu as parlé de boîte noire pour la FIP et en même temps, ne penses-tu pas que quand même à la FIP, il y a eu de bonnes choses? Je donne un exemple. Qu'il y a, depuis que le World Padel Tour existe, qu'il y a une guerre entre le circuit professionnel de paddle, le World Padel Tour, et la FIP. Tout le monde en a pâti. Sans jeu de mots, évidemment, avec l'ancien président de la Fédération internationale, Monsieur Paty. Et aujourd'hui, on voit certaines choses positives se créer entre la FIP et le World Padel Tour. On a vu également des circuits, un circuit international de la FIP se mettre en place avec plutôt, ma foi, je crois, hein, même en Belgique, j'ai vu qu'il y allait avoir des tournois FIP, etc. Plutôt des choses positives. Et il y a, à côté de ça, des choses très positives également du côté de la FIPA, avec des compétitions qui ont fait beaucoup parler, avec des collaborations, des relations, enfin bref, énormément de choses. Et
c'est là où on est un petit peu tous malheureux. On est un peu au milieu de tout ça. Et pour reprendre les mots des internautes, bon sang, on a la chance d'avoir deux structures qui créent, qui font des choses. Et au lieu de serrer la main et de faire les choses, elles se détruisent. Tout ce qu'elles créent, elles le détruisent immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut terminer à la fin de l'interview? Il y a moyen d'éviter le pire, à savoir un autre championnat, une nouvelle semaine avec 2 championnats d'Europe. Écoute, pour l'instant, franchement, le dialogue est au point mort avec la FIP. Je crois que toutes les fédérations nationales sont occupées avec la gestion de la crise. Donc l'institutionnel et l'institutionnel en règle générale, il est relativement tranquille, relativement calme jusqu'à temps qu'il y ait des échéances, donc qu'il y ait des championnats du monde, des championnats d'Europe ou des choses comme ça. Donc voilà. Maintenant, au niveau de la FIP, de ce que la FIP a fait, bah oui, effectivement, ils ont fait un classement unifié avec le World Padel Tour. Il faut savoir que on a discuté également avec le World Padel Tour, donc on a rencontré différentes personnes au niveau du World Padel Tour, et que le World Padel Tour nous a refusé, avec je pense énormément de pression de la FIP qui veut garder quelque part sa relation privilégiée avec le World Padel Tour, a refusé de collaborer avec la FEPA, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, c'est regrettable. Oui. Le World Tour, donc au Padel Tour, on le rappelle pour les internautes, il s'agit donc du circuit professionnel de paddle, donc qui s'est lié, qui a créé une relation avec la FIP, mais qui a refusé de créer une relation tout aussi similaire avec la FEPA. C'est bien ce que absolument. Tu dis. Oui, absolument. Et je pense que bon, on a cette fin de non-recevoir et je pense, voilà, influencé par les relations derrière, les mauvaises relations qu'on a peut-être avec la FIP, mais je pense qu'il y a une influence mutuelle et une collaboration de ces deux institutions. Bah tant mieux. Je pense que, en tout cas, d'un point de vue extérieur, si on met la FEPA de côté, je pense qu'effectivement avoir un classement unifié avec des tournois dans les pays que les clubs ou les fédérations régionales peuvent organiser, qui vont distribuer des points pour participer à des challengers au niveau du World Padel Tour et puis peut-être derrière à d'autres tournois pour que des joueurs français en devenir ou des joueurs d'autres pays européens ont la possibilité de gagner quelques points et de pouvoir rentrer dans les tableaux du World Padel Tour, mais c'est très bien parce que je pense que ça fait progresser le padel, c'est une très bonne chose. Maintenant, de notre côté, oui, nous on va continuer à travailler. On va également organiser des tournois FEPA et on va également organiser des tournois, des petits, des grands et des un peu plus grands. On va faire le job, voilà. Et en tout cas au niveau de la FEPA, ce que je peux te dire, c'est que tu mentionnais tout à l'heure qu'en Belgique et ailleurs, il y a des tournois FIP. Bah, c'est très bien. Les clubs qui veulent organiser des tournois FIP, voilà. Enfin, on n'a pas d'exclusif par rapport à ça. Et bon, contrairement à ce qui peut parfois se passer au niveau du World Padel Tour et qui met, je vais pas dire l'intimidation, mais quasiment. On comprend parfaitement que les joueurs, leur job, c'est de jouer. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de participer à des compétitions, ils ont envie de progresser. Et ça ne nous pose absolument aucun problème qu'ils fassent les compétitions du World Padel Tour, de l'APT ou d'autres types de compétitions, pardon. J'ai 2 questions à te poser. Il y en a une qui vient de Israel Navarro, tu connais, qui était l'un des grands acteurs du paddle espagnol depuis très longtemps. À l'époque, il était chez alors je ne me souviens plus chez qui il travaille. C'est une marque espagnole, il me semble, en Espagne. Mais il nous dit, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec lui. Ensuite, on passera à la question de Robin Dizac qui a posé une très bonne question lui aussi concernant la FEPA. La première, donc, ça concerne Israel Navarro qui nous dit sur Facebook. Alors, selon lui, je cite, la FIP a le pouvoir institutionnel, mais pas moral. Tu me diras si tu es d'accord ou non. Il rajoute que la FIP est avec la fédération espagnole contre la fédération européenne. D'accord, pas d'accord? Je dis ça pourquoi? Quand je vois sa question, juste pour compléter, je suis relativement peut-être contre
cette proposition, enfin cet élément d'Israël pour la raison suivante, c'est que je me souviens que lors des championnats d'Europe de paddle, la fédération espagnole avait été loyale auprès de la fédération européenne de paddle et qu'elle avait été présente lors des championnats d'Europe à Lisbonne et qu'elle n'était donc pas présente à Rome. Non, bien sûr, non, mais là-dessus, si tu te souviens, ce qui s'est passé à Rome, c'est que bon, avec énormément, encore une fois, ben, je passe les détails, énormément de pression à droite et à gauche. Il n'y a pas d'équipe masculine espagnole qui a joué à Rome. Et ils ont quand même réussi à aller à sortir quelques joueurs. Bon, les vainqueurs sont espagnols au niveau du tournoi. Du tournoi là-bas à Rome l'année passée, mais c'est très bien. Encore une fois, je te dis, nous on est relativement open par rapport à tout ça. Mais pour en revenir à la première partie de ta question, je voulais une réponse, mais je voulais te répondre là-dessus, mais j'ai oublié. Tu peux me redire de quoi tu voulais parler? Donc c'est une question hein, d'Israël Navarro. Oui. Qui nous dit, la FIP a le pouvoir Oui, voilà. mais pas Oui. moral. Oui, D'accord? alors, par rapport à ça, ben, la FIP, clairement, bon, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être là depuis très très longtemps, mais il faut savoir que la FIP, malgré tout ce que le président peut dire et malgré le carnet d'adresses très intéressant du président de la FIP, qui a de très bons contacts avec le comité olympique, ben, n'est pas reconnu, pas rien. Donc au GAIS, la Fédération internationale de padel est un membre observateur. Donc bon, comme l'EPA pourrait demander, si on le souhaitait, si on veut rentrer dans les différents critères, on pourrait également être un membre observateur de la. Ouais. On pourrait être au même titre que la FIP, membre observateur de l'organe olympique dont nous parle la FIP en disant, expliquant que bah, elle est reliée à cet organe-là et pas la FEPA. Ben, si tu veux, ils sont quand même membres observateurs. Donc, tu sais, tu as peut-être suivi toute une série de discussions qu'il y a eu en son temps avec le tennis, où le président de la FIP a expliqué qu'il y avait de très bonnes relations avec le tennis, ce qui n'était pas le cas avant avec Monsieur Paty. Bon, il nous avait annoncé, je pense que c'était l'année passée pendant l'Assemblée générale, qu'il allait finalement avoir un memorandum of understanding, donc c'est-à-dire un genre de contrat, si tu veux, pour expliquer comment les fédérations étaient susceptibles. Donc la fédération de tennis et la fédération de padel étaient susceptibles de travailler ensemble, parce que en fait il y avait une notion de conflit au niveau du GAIS, parce que le tennis, étant donné qu'on utilisait le même système de comptage que le tennis, le padel ne pouvait pas devenir membre du GAIS, qui est l'antichambre de l'olympisme, si tu veux. Donc voilà, mais tout ça a apparemment été levé, mais moi je n'ai pas les dernières informations par rapport à ça. Le MOU n'a jamais été véritablement produit. La FIP est toujours membre observateur du GAIS, et pour rentrer de toutes les manières au step suivant, qui est le membre complet, je vais dire, du GAIS, il y a toute une série de critères à avoir au sein de la FIP, mais aussi au sein des fédérations qui sont affiliées à la FIP. Donc déjà, il y a déjà une règle assez simple, c'est qu'on doit pouvoir identifier chaque fédération avec ses statuts, est-ce qu'ils sont reconnus par leur gouvernement, par le ministère des Sports, etc. Et donc par rapport à ça, quand tu regardes finalement le nombre de fédérations qui sont affiliées à la FIP, bah, tu te rends compte que certaines fédérations n'ont pas toute cette reconnaissance et toute la documentation nécessaire pour en faire de véritables membres au regard de la réglementation GAIS, si tu veux. Donc voilà. Alors maintenant, je pense que c'est pas insurmontable. Je crois que on reste dans différents pays avec des petites fédérations qui sont qui ne sont pas encore reconnues par leurs autorités. Et puis il y a des règles différentes d'un pays à l'autre, d'une nation à une autre, c'est différent. Donc voilà, mais je pense qu'on y arrivera.
Juste pour rebondir sur la question de Robin Aziza, hein, tu le sais, Robin Aziza ne sera plus joueur de l'équipe de France de padel, il est devenu le sélectionneur de l'équipe de France dames. Donc voilà, et c'est vrai qu'il est intervenu très judicieusement en posant la question suivante. Ouais. Qu'a proposé la FEPA au World Padel Tour? Ah bah, si tu veux, donc la discussion avec le World Padel Tour, on a des contacts avec bah, tout le staff du World Padel Tour depuis très longtemps, puisque tu peux t'imaginer que chaque fédération, que ce soit la Suède, que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal ou l'Espagne, bah, on organise déjà des tournois professionnels sur leur territoire. Donc, forcément, les contacts sont déjà à ce niveau-là. Alors au niveau de la FEPA, ce qu'on a en tête, le programme, c'est de créer des tournois pré-professionnels au niveau des pays, que ces tournois-là, que ce soit des tournois FEPA ou des tournois FIP, parce que l'idée, c'était en fait que les tournois FIP et les tournois FEPA soient en fait les mêmes tournois et donnent le même nombre de points, tu vois. On peut dire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, si vous le pouviez, vous proposeriez au World Padel Tour d'offrir pour certains de vos tournois des points World Padel Tour, comme c'est le cas aujourd'hui pour certains tournois FIP. C'est ça, hein, voilà. Ben, c'est le but. Je crois que voilà, le circuit professionnel aujourd'hui, c'est le World Padel Tour. Je pense que voilà, ils ont pas mal de problèmes à régler là pour l'instant euh, avec les annulations de tournois, etc. Et je pense que les joueurs sont pas extraordinairement satisfaits des conditions de travail qu'ils peuvent avoir. Donc bon, il y a peut-être les choses vont peut-être bouger à ce niveau-là, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tant que 15 avec le World Padel Tour, puisque c'est le circuit professionnel reconnu pour l'instant qui organise un maximum d'étapes en Europe. Malheureusement, c'est pas possible. Bon, voilà, peut-être que les choses changeront. Nous, on le souhaite. Bon, mais le problème dans tout ça, si tu te souviens un petit peu l'année passée, quand on a organisé l'Euro America Cup, donc c'était la Ryder Cup du padel, hein, qui était organisée. Je sais pas si tu étais venu, je pense pas que tu étais venu, mais donc c'était au Portugal où les meilleures nations européennes jouaient contre le continent américain. Eh bien, là, le World Padel Tour avait quasiment interdit à ses joueurs, de même que la fédération française, évidemment, et peut-être aussi la fédération italienne, mais ils avaient interdit à leurs joueurs de participer à ça. Donc, tu vois jusqu'où ça peut aller. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que en tant que président de fédération sportive, ben, il est évident que nous, jamais nous n'interdirions à n'importe quel joueur de faire son sport. Voilà, ça me paraît aller de soi, mais bon, manifestement, ce n'est pas exactement ce monde-là dans lequel on vit, puisque là, il est question quand même peut-être de business et d'autres choses. Donc voilà. Tu as parlé de circuit professionnel. Oui. Je crois qu'il s'agit d'une question de l'un des internautes qui disait il n'y a pas un, mais deux circuits professionnels aujourd'hui. Je sais qu'avec l'un d'eux, il s'agit de l'APT Paddle Tour, le circuit de Fabrice Pastor. Ouais. On sait hein, que, bah, bien sûr, hein, vous n'avez jamais caché le fait que vous étiez liés, qu'il y avait une relation qui date aujourd'hui. Le fait que Fabrice Pastor ait lancé ce deuxième circuit professionnel, ça ouvre des perspectives. Fabrice Pastor, lors d'une interview, il y a 2 semaines, nous a expliqué que ce circuit avait un objectif clair, c'est de proposer à terme des étapes sur tous les continents. Et il en annonce 3 déjà de continents, et on sait que l'Europe est dans le viseur. Ça voudrait dire qu'en Europe, on aurait non plus 1, mais 2 circuits professionnels. Tu en penses quoi de cela? La FEPA, comment réagit-elle par rapport évidemment à ce nouveau circuit? D'autant qu'on sait que la FIP, oui, chers internautes, c'est compliqué, mais on sait que la FIP est pas forcément, voilà, la FIP et le circuit de Fabrice Pasteur, la PT Paddle Tour, voilà, les relations ne sont pas exceptionnelles. Voilà, comment ça fonctionne, comment ça marche, et comment vous travaillez avec ce circuit?
Ah bah écoute, bon d'abord c'est un circuit privé, donc nous on est sur l'institutionnel, donc voilà, donc nous on organise les championnats d'Europe. Bon, il est les championnats d'Europe et toute la déclinaison de championnats européens et continentaux qu'on peut organiser. Alors les relations qu'on peut avoir avec Fabrice Pastor et avec l'APT, bah, elles sont très bonnes puisqu'on a travaillé avec eux l'année passée pour justement l'Euro America Cup, je t'en parlais. C'était une très belle organisation et je pense que Fabrice et son équipe ont réussi à monter parce que Fabrice est également président de l'association continentale américaine et donc ils ont réussi à monter une équipe très sympa. Donc ils vont organiser également une revanche l'année prochaine qui s'annonce très intéressante. Voilà, enfin, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'on essaie de travailler on essaie de travailler sur les projets. C'est les projets qui nous intéressent, la qualité des projets. Et puis alors après, bon, voilà, si on a la possibilité d'avoir de trouver des accords et des terrains d'entente avec Fabrice Pastor et l'APT concernant une collaboration en Europe, ben, pourquoi pas. Je pense que Fabrice aura peut-être une oreille plus attentive à une collaboration dans un réel esprit de partenariat que peut-être l'organisation du World Padel Tour. Maintenant, il y a encore absolument rien d'officiel, de décidé, il y a pas encore de calendrier, de date ou d'accord, donc il y a rien pour l'instant. Alors, est-ce qu'on ne tend pas, du coup, à cette possibilité de voir d'un côté, pourquoi pas, une relation entre l'APT? Est-ce que ça ne va pas encore créer des différences et des complications, même pour les joueurs, même pour nous, hein, même on est censé être au courant de tout, Charles, mais le journaliste, il est aussi paumé, hein. C'est compliqué, hein. Non, mais je comprends très bien la situation et en France, c'est très compliqué parce que en plus, tu sais, en tant que média, je me souviens très bien qu'on a eu cette conversation ensemble l'année passée. Ouais. C'est compliqué pour vous parce que votre fédération est vraiment dans ce qu'on va appeler la team FIP, hein, puisque avec la fédération italienne, mais c'est vraiment le noyau aujourd'hui de la FIP. Donc rappelons quand même que ce sont des fédérations de tennis, hein, tant la fédération italienne que la fédération française. Donc je n'ai rien contre le tennis. Enfin, je suis joueur de tennis moi-même. On est en association très heureuse avec le tennis dans notre pays. Donc c'est pas ça le problème. Je crois qu'il faut pas non plus dire que si c'est le tennis, c'est forcément mauvais. Mais ce que je voulais te dire, c'est que le point de vue français est souvent légèrement biaisé parce que toi-même tu le sais, tu as un souci pour avoir une objectivité parfaite concernant les propos que tu peux tenir par rapport à la Fédération française, par rapport à la FIP. Tu sais que c'est compliqué. Voilà, parce que ta réalité en France, c'est la FFT, c'est la fédération, et bon, tu ne peux pas ouvertement dire ah oui, Serfon on la fait pas, etc. Ils ont finalement de bonnes idées. Tu sais que c'est compliqué. Voilà. Donc, et je pense que voilà, en France, c'est comme ça. Le public est un petit peu des œillères concernant, voilà, c'est la FIP c'est bien, le reste c'est mal. La Fédération française de tennis c'est bien, le reste c'est mal. Ok, bah, je généralise un petit peu ici. Hein. Les connaisseurs, les personnes qui s'intéressent au sport, bon, connaissent un petit peu, savent que la situation est plus compliquée que ça. Mais voilà, je crois que c'est une situation un peu délicate à gérer et un peu délicate à comprendre parfois, parce qu'il y a un équilibre de force qui est là, et que cet équilibre de force, bah, il est délicat, c'est vrai. C'est que tu as des circuits professionnels, tu as des fédérations, une fédération continentale, une fédération internationale, et les gens, bon, il y a des querelles de personnes à l'intérieur de ça, et ces querelles de personnes font que parfois on a du mal à parler projet et on a du mal à trouver des solutions. Ouais, c'est dommage.
Bon, on va changer de sujet parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là. Je vois que d'autres questions par rapport à tout cela. Mais bon, je pense qu'on a préfait le tour. Ouais. Bon, on va, si tu es d'accord, continuer, parler du positif, parler de la FEPA, de ce qu'elle a fait, du bilan et surtout des événements à venir. Première question, bilan de ce qu'a fait la FEPA jusque-là et est-ce qu'elle va renouveler toutes ces compétitions telles que, tu l'as dit, la Ryder Cup du paddle. Ouais. Ouais. Pour quand? Et puis, que va-t-elle faire cette année en termes de compétition? Il y a des choses qui sont prévues déjà, qui sont actées? Absolument, oui, oui, tout à fait. Donc cette année-ci, bon, évidemment, sans préjuger de l'évolution, donc je passe un petit coucou à mon ami Guillaume. Là, je vois qu'il parle, il parle wallon. Donc ça, c'est notre dialecte local. Euh, mais tout ça pour dire que, rappelle-moi ta question, je crois, excuse-moi, parce que Non, non, je voulais savoir, par rapport aux compétitions, Ah oui, oui. Donc le programme de la FEPA cette année-ci. Donc il va y avoir différentes choses. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer d'un point de vue sanitaire, bien évidemment, mais pour l'instant, l'idée c'est d'organiser en Suède un championnat d'Europe junior. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc le championnat d'Europe junior n'a jamais été organisé. Donc l'idée c'est de l'organiser cette année-ci en Suède, donc avec la fédération suédoise. Il y a aussi une autre organisation qui pourrait éventuellement voir le jour cette année-ci, si c'est possible, c'est la Champions Cup. Donc c'est les vainqueurs de chaque pays, de chaque je vais dire championnats nationaux ont la possibilité de participer à un tournoi. Donc cette année-ci, ce serait organisé au Portugal, puisque le Portugal, eux, ils sont complètement déconfinés, ils ont la possibilité de rejouer, voilà. Et puis il y a toujours pas mal de facilités avec le Portugal pour l'organisation d'événements internationaux, puisque au Portugal, ben, ils ont une structure d'accueil qui est très intéressante, et puis aussi ils ont la possibilité assez facilement de trouver des sources de financement, notamment avec leurs différents gouvernements. Je vais poursuivre hein, sur les ambitions de la FEPA. Une question de Olivier Barret, qui est un grand joueur de paddle en France. Il joue parisienne au club des Pyramides à Port-Marly. Et justement, Olivier, qui parfois part d'ailleurs en Espagne pour s'entraîner, nous demande si on aura la chance un jour d'avoir, alors j'imagine en France, puisqu'en Italie ça a déjà été le cas, et on espère la diffusion de championnats d'Europe retransmis à la télévision prochainement, peut-être l'année prochaine. C'est dans les cartons, ça? Écoute, ce serait en tout cas une très bonne chose. Ça c'est clair que ce serait une très bonne chose. Pour le moment, on se limite à du streaming n'est pas toujours, bon voilà, facile, facile à regarder pour le grand public. C'est clair qu'une fois qu'on va débarquer au niveau de la télévision, bon, je pense que le padel va véritablement exploser. C'est pas encore tout à fait le cas. Je crois qu'il y a différentes initiatives, notamment au niveau du World Padel Tour avec Goal là, et d'autres possibilités. Je crois que aussi en Italie, je crois qu'il y avait aussi différentes choses qui étaient prévues, donc qui sont évidemment très bien avec les accords qu'on peut avoir avec des chaînes des chaînes de diffusion internationales. Mais par rapport à ça, non. Donc nous, pour répondre à ta question, il y a pas encore d'accord, voilà, véritablement signé avec des télévisions. Il y a des télévisions locales. Donc, par exemple, le Champions Cup au Portugal, là, on aurait la possibilité d'avoir quelque chose de télévisé, oui. Pour le championnat d'Europe, on a eu aussi quelques images, mais je pense qu'il y a certainement moyen de faire beaucoup mieux. Ça, c'est clair, et c'est une de nos priorités. C'est certain. Le championnat d'Europe organisé donc par la FEPA, est-ce qu'on a déjà de là où ça pourrait se jouer, ou est-ce qu'il y a des pays sur lesquels vous vous êtes concentré, des villes peut-être, un club? Alors, par rapport à ça, la priorité qui est donnée au niveau du board, du conseil d'administration de la FEPA, c'est de toujours privilégier les pays à fort potentiel
niveau du padel. Donc l'idée, c'est véritablement d'aller où le padel a un potentiel de développement fort. Donc typiquement, les pays où nous aimerions aller, c'est par exemple la Belgique. Voilà, il se trouve que je suis belge, mais je pense que c'est typiquement le genre de pays où des championnats pourraient à un moment donné avoir lieu, des championnats d'Europe pourraient avoir lieu. On peut parler aussi de l'Allemagne, on peut parler aussi des Pays-Bas, la Suède. Ça, c'est typiquement le cœur de cible des prochaines organisations. Parce que aujourd'hui, le savoir-faire, comme je te l'expliquais tout à l'heure, il est plutôt en Espagne, au Portugal, où ils ont déjà organisé énormément d'organisations, énormément d'événements de ce type-là. Alors maintenant, le problème de tout ça, c'est qu'au niveau des infrastructures, notamment au niveau des infrastructures couvertes, ça peut parfois être un problème. Donc, dans le sud, forcément, ils ont des infrastructures qui sont nettement suffisantes. Chez nous, dans le nord, c'est parfois un peu plus difficile, mais voilà, il y a quand même des complexes maintenant de padel. Je pense à la Suède, par exemple, et chez nous, côté néerlandophone, on a aussi des grands centres de padel qui ouvrent avec la possibilité de mutualiser, parce que les distances deviennent de plus en plus courtes entre les différents clubs, donc de mutualiser éventuellement sur quelques clubs. Précisément à ta question, l'appel à candidature n'a pas encore été lancé, mais comme je te disais, on va essayer de privilégier les nouveaux pays de manière à répartir un petit peu les sur les pays en voie de développement, je vais dire ça comme ça, au niveau du padel. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. J'en profite parce que c'est un sujet d'actualité forcément. Les gens parlent du mondial de padel qui devrait avoir lieu, sauf annulation, en octobre au Qatar. Ouais. Là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question, est-ce qu'il fallait faire un mondial au Qatar? Quelle est la position, l'opinion de la FEPA par rapport à ce mondial qui a lieu au Qatar? Ouais, écoute, moi je peux pas parler au nom de la FEPA comme ça. Je crois que la FEPA n'a pas de position par rapport à ça. Voilà, donc la FEPA pour le moment n'est pas affiliée à la FIP et n'est pas en passe de l'être. Donc moi, ce que je peux te dire à titre personnel, en tant qu'observateur du padel, c'est que le Qatar, à ma connaissance, n'est pas membre de la FIP. Donc ça, c'est déjà un petit peu étonnant que voilà un championnat du monde soit attribué à une nation qui n'est pas membre de la FIP. Mais bon, voilà, je pense que si le Qatar a un beau projet, encore une fois, moi je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ce projet-là. Si le Qatar a un beau projet, que les joueurs sont reçus correctement. Et que les conditions de jeu là-bas sont bonnes si on n'y joue pas par 50 degrés et voilà, donc là je pense qu'il y a pas de problème à avoir par rapport à ça. Donc moi je dis bravo, pourquoi pas. C'est une zone qui est peut-être sous-développée aussi au niveau du padel. Ce serait peut-être l'occasion de lancer le padel dans cette région du monde. Voilà, je demande à voir, mais voilà, je ne suis pas en tout cas rigoureusement contre cette idée. Il y a un internaute qui a dit, mais pourquoi aller au Qatar quand il y a tant de pays en développement au niveau du padel, en plein boom, rien qu'en Europe, voire en Amérique latine. Alors, je sais plus comment, voilà, 2 personnes, hein, je crois. Il y avait peut-être Vincent Loyer, peut-être, qui nous a dit ça tout à l'heure. Tu en penses quoi, toi, lorsqu'on dit, on a l'impression que ça ressemble au foot, c'est-à-dire que, non, on a l'impression que c'est pire qu'au foot, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller au Qatar, je cite. Tu en penses quoi, toi? Moi, je te dis, c'est peut-être une opportunité d'aller dans une nouvelle région, zone géographique, pour autant que voilà, que les conditions de jeu et d'accueil soient bonnes. Maintenant, oui, c'est clair qu'il y a d'autres pays qui étaient peut-être de bons candidats. Maintenant, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Je pense que la FIP a fait un appel à candidature. Ouais, voilà. Donc la FIP a fait un appel à candidature. Il y a des candidats qui se sont manifestés. J'imagine qu'il doit y avoir quelque part
un comité quelconque qui a évalué ces projets-là et qui attribuait ben, le championnat du monde au meilleur projet. C'est ce qu'on peut en tout cas souhaiter. J'espère qu'on aura notamment le Caro, hein, qu'on a évidemment qu'on a demandé une interview. On espère qu'il l'acceptera évidemment. Écoute, on va poursuivre, sur les questions des internautes, si tu es d'accord. Donc on va terminer. Hein. De toute façon, il nous reste encore quelques minutes avant que Instagram coupe. Je sais pas si tu m'entends correctement. Tu es toujours là? Ouais, très bien. Ouais. Voilà. En même temps, en train de lire là, les quelques commentaires, je vois qu'il y a sur Facebook qu'il y a Israël Navarro ainsi que Jeff Cadieu hein, qui se posent également la question pourquoi avoir choisi Qatar quand il y a Paris, quand il y a Londres, quand il y a Rome. Après, peut-être que ce sont des pays qui n'ont pas répondu à l'appel d'offres de la FIP. Ça, ce sera peut-être à Luigi Carraro de nous le dire. Donc, on lui posera la question. Et c'est pas. Mais il faut voir, tu sais, Franck, le problème pour les fédérations, en règle générale, c'est le cahier de charge. Donc, le cahier de charge qui est établi par le comité d'organisation de la FIP, dit, ben voilà, pour organiser un championnat du monde, il faut X cours, il faut, imaginons 10 cours, il faut 10 cours couverts, et il faut prendre en charge l'hôtel, par exemple. Et il faut prendre en charge les délégations plus les repas. C'est une question d'arithmétique finalement. Donc, est-ce que un pays, derrière, à partir du moment où je suis pas certain qu'il y ait la moindre organisation de padel qui a véritablement gagné de l'argent dans les organisations passées de championnats d'Europe et de championnats du monde. Donc à mon avis, étant donné qu'il n'y a pas énormément d'argent à gagner, je pense que voilà les candidats ne se bousculent pas parce que derrière c'est beaucoup de travail pour une fédération qui sont parfois en effectif limité au niveau du secrétariat. Moi, je te dis, si on devait organiser ça en Belgique, c'est dire à notre secrétariat, écoutez les enfants, vous prenez, vous faites un focus pendant X mois là-dessus, ou alors tu sous-traites ça à un agent, à une société professionnelle, tu vois. Philippe, dans une minute, Instagram va nous couper, comme tu le sais. Hein, on ne peut pas rester plus d'une heure durant un live. Sinon, il te D'accord. Donc, on va vraiment répondre très rapidement. Peut-être, si tu le peux, des réponses. Alors, Steve Huisvel qui nous demande au cas où, Monsieur Serfon, où en est Padel Belgium? Padel Belgium va très bien, Steve. Merci pour lui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un truc, mais je pense que Steve connaît très bien la situation, mais je ne vais pas perdre les auditeurs avec ça. Compliqué, je te propose peut-être qu'on reviendra sur ce sujet très rapidement parce que. Oui, mais en tout cas, Padel Belgium va bien. Donc la société, l'ASBL, hein, donc c'est une société sans but lucratif, a été créée et la collaboration entre les fédérations régionales, donc